Bienvenue dans le débat de France 24. Cette fois, les mots sont lâchés. L'Arabie Saoudite accuse officiellement l'Iran d'être à l'origine des attaques du week-end contre des installations pétrolières de la compagnie saoudienne Aramco. Riyad qui balaie ainsi la revendication envoyée par ses adversaires au Yémen, les Houthis, pour privilégier donc la piste de Téhéran. Preuve à l'appui, écoutez le colonel Turki al-Maliki, les porte-parole du ministère de la Défense saoudien, c'était hier. Dans cette région, nous avons été témoins d'agressions de la part de l'Iran qui ont culminé avec une attaque venue du nord il y a plusieurs jours. Cette attaque n'était pas dirigée contre Aramco ou l'Arabie saoudite. C'était une attaque contre la communauté internationale et une tentative délibérée de déstabiliser l'économie mondiale et l'industrie énergétique. Des accusations réfutées en bloc par l'Iran. On en débat avec Ardavan Amir-Aslani, avocat essayiste, spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes auteur, entre autres, d'Arabie Saoudite, de l'influence à la décadence. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci également à Antoine Basbous, directeur de l'Observatoire des pays arabes, auteur du tsunami arabe. Merci à vous également, Antoine Basbous, ainsi qu'à Jérémy Guez, professeur d'affaires internationales et d'économie à HEC Paris. Vous êtes l'auteur d'États-Unis, déclin improbable, rebond impossible. Et puis en duplex avec nous de Beyrouth, Karim Sader, politologue, consultant, spécialiste du Golfe. Karim Sader, y a-t-il un risque que tout cela dégénère en conflit armé ? Pour l'instant, il est évident que les acteurs qui sont partis dans cette crise ne veulent pas en venir aux mains, si vous me passez l'expression. Seulement, ce que je crains et ce que craignent en général les observateurs, c'est que à force de répétition, de succession d'incidents et de crises, parce qu'on n'est évidemment pas au premier épisode, je rappelle déjà au mois de mai dernier, il y a eu des attaques également revendiquées par les Houthis contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite, mais également aux Émirats Arabes Unis. Il y a eu ces successions d'attaques de drones et d'échanges, on va dire en quelque sorte, de démonstrations de force, de muscles entre les Iraniens et les Américains. Et puis aujourd'hui, cette frappe qui est quand même sans précédent contre le plus grand, le plus important site pétrolier, de traitement pétrolier au monde. Donc on voit bien que pour l'instant, chacun essaye de tempérer la situation. Mais le seul risque pour moi, ce serait évidemment que par accident, on en arrive à une escalade qui serait beaucoup plus grave. Mais pour l'instant, personne ne souhaite ce scénario, c'est évident. Ni Donald Trump, qui voudra bientôt jouer son élection, et pour qui il est hors de question, ce président qui s'est fait élire justement en faisant de l'anti-Obama, et donc en voulant retirer la présence des troupes américaines dans la région. On le voit mal aujourd'hui s'engager et engager des GIs et en pleine campagne électorale cumuler des pertes humaines au sein de l'armée américaine. Et ce n'est pas non plus l'intention de l'Iran qui, en dépit des déclarations de son ministre des Affaires étrangères, veut surtout que les sanctions soient levées. Donc il y a une montée des tensions, chacun joue avec le feu, personne ne veut la guerre, mais il faut faire attention parce que les incidents se succèdent et parfois la situation peut échapper aux protagonistes. Personne ne veut la guerre, nous dit Karim Sader, qui interviendrait donc, nous dit-il, à ce stade par accident. En tout cas, le risque de guerre, il est bien réel, c'est ce qu'estime Mohammad Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, menace Washington et Riyad de guerre totale en cas d'agression. Écoutez. Et vous le voyez, donc, je vais faire une déclaration très grave. Nous ne voulons pas d'une guerre, nous ne voulons pas nous engager dans une confrontation militaire, mais nous ne vacillerons pas pour défendre notre territoire. On est face à un risque de guerre, Ardavan Amir-Aslani, ou bien est-ce le langage habituel dans la région ? Moi, je pense que nous sommes face à de la rhétorique. Les États-Unis, aujourd'hui, sont davantage une question de rhétorique que d'action. Regardez ce qu'a fait Trump sur la question du Venezuela. On va y arriver, ils n'ont rien fait. Le camp de l'opposition aujourd'hui est assigné à domicile. Avec Kim Jong-un en Corée du Nord, on va vous renvoyer au Moyen-Âge, il n'a rien fait. Et avec l'Iran, il y a 4 jours, il a dit que l'Amérique est locked and loaded, qui signifie en anglais, nous sommes prêts à tirer, il n'a rien fait.
parce que les Américains savent que l'Iran ne va pas être une proie facile. Hier, le général commandant CENTCOM, qui est en fait le commandant militaire américain pour le Moyen-Orient, a déclaré que les États-Unis considèrent que l'Iran est de la même envergure comme menace militaire que la Chine ou la Russie. La raison pour laquelle d'ailleurs les États-Unis n'ont pas réagi militairement contre le drone RQ de 130 millions de dollars que les Iraniens, semble-t-il, ont abattu au-dessus de leurs eaux territoriales, c'est parce qu'ils ont compris que les Iraniens allaient réagir et se réagir. Et l'Iran, si vous voulez, c'est pas l'Irak, l'Iran, c'est pas l'Afghanistan. C'est un pays qui a démontré sa capacité technologique justement en abattant le drone américain. Cette technologie, effectivement, qui a fait en sorte que 18 drones ont pu pénétrer le territoire saoudien. Et je vous rappelle que l'espace saoudien contrôlé par les Américains traduit quand même un niveau d'avancée technologique réel. Les Iraniens aujourd'hui sont capables de se défendre. Et puis n'oublions pas, une guerre contre l'Iran n'est pas qu'une guerre contre l'Iran. L'Iran dispose de centaines de milliers d'alliés armés, financés par le pouvoir iranien en Irak, le fameux mobilisé, la Hashd al-Shaabi en arabe. Vous avez les alliés iraniens en Syrie, les centurions alaouites. Vous avez le Hezbollah, qui est l'infanterie légère la plus performante, semble-t-il, au monde aujourd'hui. Vous avez les Houthis au Yémen. Donc en fait, partir en guerre contre l'Iran, c'est partir en guerre contre au moins 5 ou 6 pays dans la région. Et les Américains aujourd'hui, ça a été rappelé par votre interlocuteur au départ de Beyrouth, ne sont pas disposés à partir en guerre. Trump s'est fait élire sur l'idée de ramener les boys, les GI, aux États-Unis. C'est pas en les redéployant aujourd'hui au Moyen-Orient, en Iran, qui vont pouvoir avancer sur la promesse électorale. Antoine Bazbous, un président américain velléitaire, comme semble dire Ardavan Amir-Aslani, face d'une certaine manière à un conflit trop gros pour lui, qu'il sait trop gros pour lui, et donc une opération qu'il n'est pas prêt à mener, ou bien un président américain qui, petit à petit, prépare son opinion publique à la possibilité réelle d'une intervention. Quel est l'objectif de Trump aujourd'hui? C'est d'être réélu l'année prochaine. Il sait, il a fait son premier mandat sur l'idée de se retirer totalement, comme Obama en son temps, des conflits dans les pays islamiques, Afghanistan, Irak, Syrie. Or, aujourd'hui, s'il amasse et cumule les claques, les échecs, sa réélection ne sera plus quelque chose d'acquis. À ce moment-là, il pourrait réagir. Mais pour l'instant, s'il peut éviter la guerre, le conflit, il va le faire tout en signant de nouvelles sanctions. Mais les sanctions, il n'y a plus que les prophètes qui n'ont pas eu de sanctions de Trump. Donc les sanctions de Trump n'intimident plus personne. Le fait d'avoir déjà une succession de sanctions extrêmement dures asphyxie l'Iran. Mais l'Iran ne se rend pas. L'Iran a fait un glacis du Golfe jusqu'à la Méditerranée et il a réussi à créer des archipels chiites qui sont à ses ordres, qui sont des proxys, qui sont des satellites. Et d'ailleurs, le secrétaire général du Hezbollah au Liban a annoncé la couleur il y a quelques semaines en disant « si l'Iran était attaqué, c'est toute la région qui va s'embraser et nous allons répliquer, y compris contre Israël ». Donc là, Trump est pris au piège, il est au pied du mur. Sa rhétorique, pour l'instant, bon, il trouve des sanctions, il trouve des mots, mais dans la mesure où il n'a pas réagi quand on lui a abattu la fine fleur de ses drones, eh bien, il ne va pas forcément réagir, sauf humiliation suprême, quand les Saoudiens sont attaqués. La messe est dite, Jérémy Guez, il n'y aura pas de réaction américaine, aux grandes dames peut-être de l'Arabie Saoudite? J'en sais assez sur le Moyen-Orient de ne jamais prendre ce type de pari. Là où je suis tout à fait d'accord avec mes deux confrères, c'est il y a chez Trump une volonté d'entretenir la confusion. Cette confusion, elle l'aide beaucoup dans sa manière finalement de faire de la politique étrangère. Il est très heureux de cette confusion, surtout quand l'un de ses plus grands alliés au Congrès américain, le sénateur de Caroline du Sud, Lindsey Graham, dit « il faut frapper ». Et là, il le reprend tout de suite. Mais c'est aussi une manière, et je pense que c'était le rôle que son ancien conseiller de la sécurité nationale, John Bolton, qui a été remercié la semaine dernière, jouait. C'est une manière de dire au reste du monde, faites attention, parce que voyez les gens qui me conseillent. C'est le bad cop de Trump. Exactement. Voyez les gens qui me conseillent, bad cop, avec moi, il faudra mieux négocier. Je me demande si Donald Trump ne se rêve pas un petit peu d'être le prochain Richard Nixon,
à entretenir toute cette confusion pour essayer de déstabiliser l'adversaire, puisque l'Iran est un adversaire d'aujourd'hui, il ne se rêve pas d'être Nixon et d'essayer finalement de trouver des manières de résoudre l'ambivalence américaine envers l'Arabie Saoudite et d'essayer de faire ce rapprochement avec l'Iran. Et quand on prêtait attention à ce que disaient les conseillers de la Maison-Blanche la semaine dernière, je suis arrivé à la conclusion qu'une poignée de main entre Donald Trump et le président iranien aux Nations Unies à New York ne faisait pas partie des scénarios les plus probables, mais n'était pas parmi les scénarios à exclure. En tout cas, il l'écarte aujourd'hui, Donald Trump. Karim Sader, pour revenir sur ses responsabilités, parce que c'est quand même ça le cœur de l'affaire, l'Iran est-il derrière cette attaque aujourd'hui? Une attaque venue du Nord, dit l'Arabie Saoudite. Est-ce que ça vise clairement l'Iran? Est-ce que c'est aujourd'hui, j'allais dire, une certitude compte tenu des preuves qui ont été produites hier? La certitude, moi je ne l'ai pas personnellement, mais c'est vrai qu'il est difficile d'écarter la responsabilité de l'Iran, directe ou indirecte. Quoique que les Houthis aient les moyens et la capacité technologique de réaliser une telle attaque enfin en tout cas j'en doute fortement. Il y a forcément un appui logistique, direct ou indirect, de la part de l'Iran, c'est certain. Je pense que ce que l'Iran cherche à montrer aussi, c'est la vulnérabilité de l'Arabie Saoudite. Il ne faut pas quand même se poser une question assez sérieuse. Comment est-ce qu'une attaque pareille a pu être perpétrée au-dessus du plus grand site pétrolier, de traitement de pétrolier au monde? C'est quand même une faille sécuritaire qui est absolument hallucinante. Compte tenu de l'enjeu, c'est quand même la moitié de la production pétrolière saoudienne qui se retrouve paralysée. Donc je pense que c'est un camouflet sévère pour Mohammed Ben Salman, pour le prince héritier saoudien. Donc l'Iran, à travers les Houthis, quelque part en se cachant derrière les Houthis, ou enfin en tout cas en ne pas s'exposant directement, puisqu'elle a nié les accusations, montrent quelque part que sa capacité de nuisance est bien réelle, elle est là. De leur côté, eux, les Saoudiens, qui se retrouvent frappés au cœur du nerf de la guerre, cherchent quelque part, et on l'a vu d'ailleurs, c'est très intéressant dans les déclarations du général al-Maliki, cherchent à internationaliser cette crise. Et vous me posiez la question tout à l'heure, qui veut la guerre? Je pense que s'il y a un acteur dans cette crise qui voudrait la guerre, ou en tout cas qui voudrait une action militaire et qui en rêve, c'est bien l'Arabie Saoudite, qui voudrait que les États-Unis fassent ce travail à sa place, et donc en découdre une bonne fois pour toutes avec la République islamique, ce qu'elle n'est pas capable de faire. Mais en tout cas, j'insiste effectivement sur cet énième échec du prince héritier Mohammed Ben Salman, qui cumule donc les revers diplomatiques face à l'Iran, sans compter ceux face au Qatar, qui n'a pas réussi à mettre à genoux, toujours 2 ans après le blocus perpétré contre son voisin. Donc c'est un cumul d'échecs pour le prince héritier, qui aujourd'hui n'a d'autre recours que d'insister sur l'internationalisation de cette crise, puisqu'on touche quand même aux flux énergétiques mondiaux, et d'appeler les États-Unis à leur rescousse. Les Américains qui, évidemment, vont ménager leur allié saoudien en envoyant Pompeo sur place. Il y est en ce moment. Qui continue à accuser l'Iran, mais on voit bien effectivement que la position américaine est beaucoup plus équilibrée. Ardavan Amir Aslani, pourquoi l'Iran aurait ainsi tiré sur des installations saoudiennes? Quel intérêt? Pour ma part, je ne pense pas que les missiles ont été lancés au départ du territoire iranien. Ça serait une déclaration de guerre. D'ailleurs, ça va être techniquement difficile de déterminer l'origine du lancement. D'Irak alors? Du Nord? Sud d'Irak, on parle de Sud d'Irak, on parle même du Yémen, puisque les Saoudiens eux-mêmes ont reconnu que les drones sont partis du Yémen, alors que peut-être, pour le cas où il y aurait des missiles balistiques, ça serait parti du Nord. Mais si c'était le cas, leur système radar, les systèmes AWACS qu'ils avaient, auraient pu le prévoir. Rien n'a été vu. Si vous voulez, les Houthis, on le sait bien, n'ont pas le niveau technologique pour lancer cela. Et ça ne fait aucun doute que si les drones sont partis de la part du Yémen, c'est les drones iraniens avec un apport technologique iranien, c'est incontestable. D'ailleurs, les Iraniens peinent à occulter la vérité. Les Houthis ont leur propre raison de faire la guerre aux Saoudiens. Ils ont lancé cette opération qui s'appelle Tempête décisive il y a 4 ans, 30 000 morts, 8 millions de personnes au bord de la famine, 2 millions au bord de choléra. Les Houthis sont fâchés. Et d'ailleurs, les lancements de drones sur l'Arabie Saoudite ne datent pas d'hier, datent d'il y a 1 an. C'est régulièrement que les installations saoudiennes sont visées. Mais cette affaire-là traduit quand même un grand changement géostratégique fondamental dans la région. Depuis que les Iraniens ont abattu le fameux drone technologiquement avancé américain, le RQ,
ça a entraîné un bouleversement. C'est-à-dire que les États-Unis ne contrôlent plus exclusivement les airs. Ce n'est plus comme l'Irak où l'aviation américaine dominait. Ce n'est plus comme en Afghanistan où les talibans étaient par terre et que les Américains pouvaient lancer toutes les bombes qu'ils voulaient. Aujourd'hui, il y a une autre puissance qui a moindre frais, ça coûte très cher. Ça coûte pas très cher en fait. Les drones, ça coûte quelques milliers de dollars, en tout cas ce que le Hamas lance sur Israël, et que les Israéliens se défendent avec des missiles patriotes qui coûtent 4 millions de dollars. Aujourd'hui, ce bouleversement est géostratégique. Et d'ailleurs, la preuve en a été, les Émirats arabes unis, qui étaient partenaires de l'Arabie saoudite dans cette guerre abominable au Yémen, se sont retirés du conflit au lendemain de l'explosion en vol du drone américain et ont même envoyé une délégation en Iran pour échanger avec les Iraniens. Il n'y aura pas de frappe chirurgicale confortable par les airs. C'est la démonstration qu'ont voulu faire aujourd'hui les Iraniens aux Américains, d'après vous? D'abord, tout le monde essaye de bluffer. Les Iraniens misent sur le fait que Trump ne voudrait jamais aller jusqu'à la guerre. Et Trump dit que je ne vais pas être humilié pour être forcé pour aller jusqu'à la guerre. Donc pour l'instant, tout le monde joue au bord du précipice. Mais rien n'exclut qu'un jour, l'un ou l'autre des acteurs tombe dans le précipice et entraîne la région dans un conflit. Les Iraniens ont subi de très fortes pressions. Pression maximale, dit Trump. Et ils ont répondu à ça. Si nous n'arrivons pas à exporter notre pétrole, personne n'exportera son pétrole. Et là, ils sont en train de mettre en application, à travers des proxys et à travers leurs forces. Je crois que les Américains, et je crois que Le Drian l'a dit hier ou ce matin. On va l'entendre d'ailleurs. Oui. Il a dit que ça n'a pas l'air des missiles. L'origine des missiles n'est pas yéménite. Oui. Et donc c'est soit l'Iran directement, soit les milices irakiennes pro-iraniennes qui les auront tirés. On va l'entendre d'ailleurs, oui, Jean-Yves Le Drian, juste au début de la deuxième partie du débat, parce qu'on arrive au terme de la première partie. Je vous laisse juste terminer votre propos, Antoine Basbous. Là, il y a une grande défaillance chez les Saoudiens. Ils ont les Patriotes, ils ont les Aeroax, ils ont un système. L'année dernière, ils ont dépensé 67,8 milliards de dollars pour leurs dépenses de défense. Eh bien, on ne voit pas le succès, ni au Yémen, ça fait plus de 4 ans qu'ils bombardent, ni face à la propre sécurité de leur territoire. Il y a un vrai problème pour l'Arabie, malgré ses richesses. Merci Antoine Basbous. On laissera Jérémy Guez réagir dans un instant. On doit marquer une courte pause et on se retrouve dans 2 minutes. Restez avec nous. Retour au débat de France 24 avec toujours à mes côtés Ardavan Amir-Aslani, avocat et essayiste, spécialiste du Moyen-Orient. Également avec nous Antoine Basbous, directeur de l'Observatoire des pays arabes, avec Jérémy Guez, professeur d'affaires internationales et d'économie à HEC Paris. Et puis en duplex de Beyrouth, Karim Sader, politologue, consultant et spécialiste du Golfe. Jérémy Guez, quelles sont d'après vous les intentions de l'Iran, si tant est que ces frappes sont bien parties ou en tout cas sont bien liées aux Iraniens eux-mêmes? Si je devais me mettre à la place aujourd'hui du pouvoir iranien, c'est peut-être essayer de jouer sur l'ambivalence qu'il y a en Occident vis-à-vis de toutes ces questions saoudiennes et iraniennes. Aux États-Unis aujourd'hui, très clairement, l'idée que l'Arabie saoudite est un allié, il y a 10 ans, n'aurait même pas fait débat. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de démocrates qui s'éveillent, qui se disent non, l'Arabie saoudite n'est pas un allié. De membres du Parti démocrate. Oui, les membres du Parti démocrate, absolument. Et ces membres du Parti démocrate, on leur dit, et pourtant, c'est bien pour cela que le président Obama, votre leader, leur a vendu autant d'armes. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose de très timide dans l'approche américaine, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est qu'ils ne vont pas au bout de leur logique. S'ils voulaient effectivement créer un nouvel univers, s'ils voulaient Donald Trump être ce nouveau Nixon, il aurait déjà envoyé Pompeo, non pas à Riyad, mais à Téhéran, voire carrément Jared Kushner à Téhéran. Et ce qui est intéressant dans cette espèce de bal, c'est qu'effectivement, c'est un bal. On ne sait pas qui inviter pour la prochaine danse. On essaye de faire en sorte que les gens nous comprennent bien que non, nous ne voulons pas la guerre, mais on comprend que nous, étant si proches les uns des autres, le risque de mauvais calcul est absolument énorme. Et Donald Trump... Une guerre par accident, comme le disait Karim Sader ? Absolument, absolument. Et juste
un dernier point, Donald Trump, c'est très difficile de toute façon de lire toutes ses déclarations autrement que par le prisme de la politique intérieure. Et aujourd'hui, il s'adresse directement à ses électeurs en leur disant non, je n'enverrai pas vos enfants se battre, mais je défendrai les intérêts des États-Unis. Oui, vous voulez dire un mot? Juste un commentaire. Il n'y a pas que les démocrates qui contestent aujourd'hui l'alliance entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Le Congrès a voté dans son ensemble, donc avec les républicains, quasiment à l'unanimité, contre le vente d'armes en faveur de l'Arabie Saoudite sur la question yéménite. Donc aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est dans une position extrêmement délicate. Rappelons également l'affaire Khashoggi. C'est ce que j'allais vous dire, c'est la suite, c'est directement lié à l'assassinat du journaliste Khashoggi. Je pense que globalement, l'Arabie Saoudite a un problème d'image, en particulier aux États-Unis, où il a quand même fait le prince héritier, d'après un rapport des Nations Unies, d'après un rapport de la Turquie, a fait quand même assassiner, couper en morceaux vivants, un résident américain dans son consulat à Istanbul. C'est quand même particulier. Et aujourd'hui, vu la détresse humaine dans laquelle le peuple yéménite vit, enfin cette opération qui s'appelle Tempête décisive n'a eu de décisive que la destruction, si vous voulez, des sites et puis la population civile, fait qu'aujourd'hui, même les républicains, aussi bien que les démocrates, ne supportent plus ce soutien à la veille que l'Arabie Saoudite apporte, que les États-Unis apportent pour l'Arabie Saoudite. Rappelez-vous que le premier déplacement à l'étranger que le président américain a effectué, c'était à Riyad en Arabie Saoudite, alors que historiquement, ça a toujours été vers les pays voisins, le Mexique ou le Canada. Il y a un changement potentiel pour vous, Karim Sader, d'alliance. En tout cas, on a beaucoup commenté effectivement la prudence avec laquelle les Américains semblent réagir à cette dernière attaque iranienne, si elle se vérifie sur les installations pétrolières saoudiennes. Une prise de distance, d'après vous, avec la monarchie saoudienne et avec notamment le prince héritier Mohammed Ben Salman? Oui, j'ai envie de dire que, et c'est paradoxal de le dire d'ailleurs, que Trump joue les équilibristes. C'est assez étrange. Il y a, à mon sens, dans la politique étrangère américaine au Moyen-Orient, une ambivalence, et il y a deux lignes qui s'opposent depuis un moment. On l'a bien vu, il y a la ligne anti-iranienne qui était incarnée par John Bolton et qui a été limogée par le président américain. Et on a bien vu que ce dernier était remonté contre son conseiller à la sécurité, donnant l'impression qu'il était en train de le précipiter vers cette ligne dure, jusqu'au boutiste, militariste quasiment, qui ne pourrait être que catastrophique pour lui et pour sa réélection. D'un autre côté, on voit bien qu'il y a cette alliance avec l'Arabie Saoudite qui est toujours présente, avec les Émirats Arabes Unis, qui se sont rapprochés d'Israël également. Donc, avec cette espèce de plan de paix arabe, justement, ou en tout cas de plan de paix avec Israël, dont Jared Kushner, le gendre du président, est l'artisan. Donc, on voit bien que Trump est un petit peu perdu entre ces deux lignes-là. Lui n'a pas intérêt du tout, justement, à la guerre, mais en même temps, il a voulu faire de l'anti-Obama et se retirer de cet accord sur le nucléaire. Et je voudrais quand même insister sur le point qui a été dit sur le plateau, qui est extrêmement important. Je pense que ce que les Iraniens cherchent à faire aujourd'hui, à travers cette démonstration de leur capacité de nuisance, c'est de jouer sur la fissure, sur les divisions qui existent dans le camp occidental. On sait bien qu'aujourd'hui, les Européens veulent absolument revenir, réhabiliter l'accord sur le nucléaire. Et donc, les Iraniens en sont conscients, et par ce climat de tension qu'ils sont en train de créer, sur lequel ils sont en train de jouer, ils veulent que, justement, à l'intérieur de ce camp occidental se crée une sorte de bloc européen. On voit que la France est aux avant-postes pour, quelque part, ramener Trump à la raison et le pousser à revenir, justement, vers la ligne politique qui avait été adaptée par Obama. Quant à l'impopularité de l'Arabie Saoudite, je termine là-dessus, aux États-Unis, elle date déjà des attaques du 11 septembre. On sait bien que les attaques qui avaient été perpétrées par une majorité de kamikazes venant du territoire saoudien, l'image de l'Arabie Saoudite est exécrable, je veux dire, aux États-Unis, on le voit bien, et l'affaire Khashoggi n'a pas facilité les choses. Donc, effectivement, cet allié qui est MBS, avec, passez-moi l'expression, pardon, ces casseroles, commence à être encombrante pour l'allié américain. Oui, alors justement, les États-Unis, illustration de cette schizophrénie américaine, on dramatise tout en appelant à la retenue avec ces propos du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Il accuse d'abord Téhéran d'actes de guerre envers l'Arabie Saoudite. Ce sont ses déclarations d'hier. L'Arabie Saoudite a été frappée par une attaque iranienne. Elle porte les empreintes digitales de l'ayatollah. C'est un acte de guerre. On a cru à ce moment-là être au bord, effectivement, d'un conflit armé. Et puis aujourd'hui, en tournée dans le Golfe, eh bien, Mike Pompeo
Pompeo se dit résolu à chercher une solution pacifique au conflit. Écoutez-le. Je pense qu'il est parfaitement clair que tout le monde dans la région sait qui a mené ces attaques. C'était l'Iran. Je n'ai entendu personne de la région qui en doutait un seul instant. Ma présence ici est un acte de diplomatie et le ministre des Affaires étrangères iranien menace d'une guerre totale contre les Américains. Nous sommes ici pour former une coalition pour arriver à une solution de paix. C'est ma mission, c'est ce que le président Trump souhaite que je fasse. Et j'espère que la République islamique d'Iran le voit de la même façon. Antoine Bazbous, on a entendu, vous le citiez, je crois tout à l'heure, Jérémy Guez, Lindsey Graham, un ancien opposant, adversaire à la dernière primaire républicaine de Donald Trump, devenu depuis allié du président américain, critiquer, une fois n'est pas coutume, le chef de l'État sur cette position, critiquer ce qu'il considérait comme un aveu de faiblesse qui encouragerait, d'après lui, l'Iran à poursuivre ces offensives. C'était également votre avis, d'après vous, c'est le risque que donne aujourd'hui le président américain à trop tergiverser entre des tweets va-t-en-guerre et puis ensuite cette volonté de temporiser? J'ai le sentiment que c'est un marchand de biens qui joue au bazar et non pas la haute diplomatie de Washington. Donc, il est tiraillé entre des alliés encombrants, protégés encombrants, mais en même temps, quand il a été en mai 2017 à Riyad, eh bien, il a facturé l'heure de présence, y compris quand il était au lit, 10 milliards de dollars. Il est resté 48 heures, il a ramené 480 milliards de dollars. De contrat. Oui. C'est pas pour rien. Oui. Si le Congrès dit niet aux ventes d'armes américaines à l'Arabie et aux Émirats arabes unis pour la guerre du Yémen, eh bien, le président américain continue à dire oui et continue à signer les contrats. Donc, il y a cet aspect, et dans sa campagne, il avait dit les Saoudiens sont une vache à traire. Et là, ce qu'il est en train de faire, il traite la vache, mais il ne la protège pas. C'est ça le souci des Saoudiens qui se sentent aujourd'hui isolés. Oui. Ils n'ont pas de soutien ni arabe ni islamique, y compris au sein du CCG, parce que le CCG est divisé en son sein. Du pur business ou bien un changement aussi d'orientation avec ce nouveau conseiller à la sécurité nationale, Robert O'Brien, qui succède à John Bolton, qu'on savait déterminé à engager le conflit avec l'Iran? D'abord, le nouveau conseiller n'a pas eu le temps de conseiller qui que ce soit, donc il prend ses fonctions. Ça montre en tout cas la disgrâce de John Bolton. Oui, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que envisager une guerre contre l'Iran, c'est pas une partie de promenade, c'est pas une promenade de santé. Parce que, d'abord, il est évident que les Américains sont capables de détruire et de ramener l'Iran au Moyen-Âge, c'est sûr. Mais en même temps, les Iraniens ont la capacité de détruire leurs voisins. Regardez Dubaï, c'est à 200 km. Et c'est gratte-ciel. Regardez Abu Dhabi, regardez Riyad et toute la côte Est. Les usines de dessalement d'eau qui donne aux habitants du Golfe l'eau fraîche, l'eau désalisée. Et donc, tout ça peut être détruit. Donc, aussi, en même temps, les pays du Golfe, qui sont aujourd'hui vraiment très riches, peuvent revenir eux aussi à l'âge de pierre, bien que les Iraniens n'ont pas d'aviation. Leur aviation date d'il y a 3 générations. Donc, c'est une aviation qui ne fonctionne pas. En revanche, ils ont remplacé l'aviation par des drones, par des missiles, sont des armes qui sont pas chères à fabriquer et qui sont de l'industrie locale. Voilà, effectivement, l'Iran est sous embargo international qui date justement de l'accord nucléaire juillet 2015 sur les armes conventionnelles et sur les missiles, ça c'est certain. Mais effectivement, l'Iran dispose d'une industrie balistique de premier plan. D'ailleurs, c'est l'une des volontés américaines de remettre de nouveau l'accord nucléaire sur la table pour justement limiter le développement des missiles nucléaires par l'Iran et de faire en sorte que l'Iran puisse se retirer des autres pays de la région. Sur l'Amérique et l'Arabie saoudite, rappelez-vous, le Congrès a interdit aux États-Unis de vendre des armes. Le président américain a exercé son droit de veto pour continuer quand même malgré tout à vendre à l'Arabie saoudite. Sauf que ces ventes-là ne servent à rien. Et quand vous regardez l'Arabie saoudite globalement,
toutes les initiatives entreprises par ce prince héritier se sont avérées être un échec. C'est une sorte de roi Midas à l'envers. L'embargo, si vous voulez, contre les Qatars, c'est un fiasco complet, ça continue et au contraire, ça a profité à l'Iran en termes commerciaux. Le kidnapping du Premier ministre libanais, l'affaire du Yémen. Tous les ressorts. Voilà, l'affaire du Yémen. Et cette histoire de cotation, si vous voulez, d'Aramco. D'ailleurs, je me demande comment ils vont pouvoir coter Aramco et valoriser l'entreprise à 2000 milliards de dollars avec ce qui vient d'arriver en Arabie Saoudite. Tout ce qu'ils touchent, ça va être un fiasco. Et effectivement, ça devient aujourd'hui un vrai problème. Et de plus en plus, si vous voulez, aujourd'hui, le monde commence à prendre conscience du danger que les Saoudiens représentent. Mais les Iraniens profitent de la situation. Le climat d'instabilité qui est créé dans la région, et il faut le reconnaître, les Iraniens y contribuent pour beaucoup, fait qu'aujourd'hui, les Iraniens répondent point par point à toutes les attaques dont ils font l'objet. L'arraisonnement du bâtiment iranien par Gibraltar par les Anglais, ça a donné lieu à l'arraisonnement du bâtiment anglais. Aujourd'hui, les Iraniens... Qui a fini quand même en Syrie. Qui a fini quand même en Syrie, suivi par un bâtiment de guerre américain, alors que le capitaine indien... Absolument, alors que le capitaine indien du bateau iranien recevait des emails venant de Brian Hook, qui est responsable des questions iraniennes aux affaires étrangères, disant qu'on va vous donner 7 millions de dollars si vous ramenez le bateau dans un port où on pourrait l'arrêter. Dans la pratique, ça n'a rien donné. Et les Iraniens savent qu'en cas de conflagration, en cas de conflit, bien sûr, tout le Moyen-Orient va s'embraser, mais pas que. Il va y regarder la question syrienne, cette tragédie, des millions de gens qui ont été obligés de quitter leur pays. Imaginez s'il y a une autre guerre, de l'ampleur de celle dont on parle qui devait se lancer. Ce n'est pas 2 millions de réfugiés qu'on va avoir sur les routes vers l'Europe, c'est 20 millions. Regardez la menace de Erdogan aujourd'hui, qui essaye de créer une zone franche au nord de la Syrie pour renvoyer les Syriens chez eux, en menaçant l'Europe d'ouvrir de nouveau les vannes. Quelle serait la situation de l'Europe si vous avez 20 millions de réfugiés en route du fait de ce conflit? Et les Iraniens le savent et ils mettent la pression sur les Européens pour qu'eux, à leur tour, mettent la pression sur les Américains. Sans résultat pour l'instant. L'Europe, justement, on va voir, vous en parliez tout à l'heure, la déclaration du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Pour lui, cette attaque commise durant le week-end n'est pas l'œuvre des Houthis. Écoutez-le. Les Houthis, qui sont des rebelles du Yémen, ont annoncé que c'était eux qui avaient provoqué cette intervention. C'est relativement peu crédible, mais puisqu'il y a une enquête internationale, attendons ces résultats. Nous avons envoyé nous-mêmes des experts pour avoir notre propre vision de la chose, pour identifier... Je n'ai pas d'avis particulier avant qu'il y ait les résultats. Comment ? Jérémy Guès, derrière la prudence de rigueur, c'est tout de même, on croit lire en tout cas une prise de position de la France qui se range finalement derrière la position ou la thèse américaine et saoudienne. La France a des raisons de se sentir trahie si cette attaque a bien été commise par l'Iran après avoir, il faut s'en souvenir, imposé Mohammad Javad Zarif au G7 de Biarritz. Très certainement. Très certainement, parce que, encore une fois, face à cette ambivalence des Européens et des Occidentaux face aux Saoudiens et aux Iraniens, on attendrait un geste de la part de l'Iran qui n'arrive pas. Donc ça pose problème. Mais les propos, en fait, de Jean-Yves Le Drian, pour moi, traduisent une véritable crise de leadership, en fait, dans le monde occidental. Vous parliez de vache à traire, effectivement, c'est une vache à traire, les Saoudiens pour les Américains. Mais aujourd'hui, le président américain est sur la scène nationale extrêmement faible. En un mot, il y a aujourd'hui un lanceur d'alerte aux États-Unis qui accuse le président américain, ça devient de plus en plus clair, d'avoir mené des opérations de renseignement au sein... voilà, donc on l'accuse grosso modo de contre-espionnage. Donc c'est un président qui va être jugé exclusivement par le prisme des relations qu'il entretient à l'étranger et des bénéfices qu'il en a. Donc pour en revenir à la France, on a bien vu que Emmanuel Macron voulait jouer ce rôle de nouveau leader du monde libre en quelque sorte. Il a la jeunesse, il est dynamique, il a la volonté et l'ambition de le faire. Aujourd'hui, il manque une feuille de route et il manque des moyens à la France qui pourraient potentiellement faire évoluer les choses, mais face à une dynamique assez complexe qu'on comprend mal. On va aller voir Karim Sader dans un moment, qui se rassure, parce qu'évidemment, il faut qu'il ait la parole aussi, mais il n'y a pas que ce dossier-là. Il y a quand même une ressortissante franco-iranienne, la directrice de recherche de Sciences Po, Fariba Abdelka, qui est retenue actuellement, détenue en Iran. Ça fait quand même plusieurs motifs maintenant d'insatisfaction pour la France, non? Si vous voulez, déjà, la France n'a pas invité Zarif au G7. La France a invité Zarif à la mairie de Biarritz, puisqu'il n'y a aucune présence iranienne au G7. Tout le monde a compris que... L'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'est de faire en sorte à ce que les Iraniens rencontrent les Américains à l'issue de ce coup d'éclat. Ni les Américains, ni les Iraniens ont accepté la chose. Malgré les déclarations, si vous voulez, de bonne volonté prononcées par la France, et de Rouhani, le lendemain, Rouhani a dû se contredire sous la pression du guide et des conservateurs, en déclarant qu'il n'y aura
aura pas de rencontre. Et il n'y aura pas de rencontre en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, à moins d'un phénomène extraordinaire. L'erreur de fond des Français, c'est quoi en fait? C'est qu'ils considèrent que les Iraniens veulent retourner dans l'accord nucléaire, ce qui n'est pas le cas, parce que pour les Iraniens, si vous voulez, l'accord nucléaire est un accord mort-né. On a annoncé 1000 milliards d'investissements sur l'Iran sur les 20 années qui allaient suivre. Dans la pratique, l'Iran n'a même pas reçu 2 milliards, là qu'il doit recevoir 200 milliards pro rata temporiste. Vous dites, indépendamment des sanctions, il n'y a pas de dividende économique de l'accord. Il n'y a pas de dividende. Donc de faire rentrer les Iraniens dans l'accord nucléaire, ça ne les intéresse plus. C'est pour ça qu'il y a toutes ces initiatives iraniennes pour contraindre l'Amérique à un grand bargain aux Américains, un accord global. Et puis deuxième erreur, on discute avec Rouhani. Rouhani et Zarif, ce sont les artisans de l'accord nucléaire. Un accord nucléaire qu'ils ont survendu au peuple iranien et qui dans la pratique s'avère être un échec complet puisque l'Iran a abandonné 100 milliards de dollars d'investissement dans le secteur nucléaire pour aboutir à cet accord qui est devenu nul non avenu après le retrait américain au mois de mai 2018. Donc erreur d'interlocuteur, erreur de principe fondamental puisque les Iraniens n'en veulent plus de cet accord. Ils veulent un accord plus global. Vous êtes d'accord avec ça, Karim Saada? Il n'y a plus d'intérêt côté iranien à rentrer dans cet accord et du coup, l'Europe est démonétisée, à leurs yeux? Oui, je suis d'accord avec cette nuance qu'apporte Van Amir Astani. Oui. Effectivement, l'Iran n'a plus intérêt... Oui, pardon. Je suis d'accord, effectivement, l'Iran ne souhaite pas aujourd'hui revenir à l'accord nucléaire en bonne et due forme. Ce que l'Iran souhaite, d'abord, c'est la levée des sanctions, effectivement, mais c'est surtout que les États-Unis réépousent, en tout cas, cette ligne politique d'Obama qui était une ligne équilibriste entre sunnites et chiites, entre Iran et Arabie Saoudite. C'est ça ce que voudrait surtout l'Iran. C'est que justement les États-Unis ne soient plus sur une ligne anti-iranienne et pro-saoudienne, mais qu'ils retrouvent une sorte d'équilibre dans la région entre sunnites et chiites. Antoine Basbous, et sur ces quand même, voilà, ces actes quand même délibérés, alors indépendamment même de l'attaque contre ces sites pétroliers, il y a effectivement ces navires fréquemment arraisonnés dans le détroit d'Ormuz, pas plus tard que lundi d'ailleurs, il y en a eu encore un au motif de contrebande, et puis voilà, il y a cette chercheuse encore une fois franco-iranienne qui est retenue, on a l'impression effectivement que côté iranien, on est quand même dans une logique au minimum de négociation de rapport de force. Les Iraniens ne veulent pas mourir en silence parce que ils sont asphyxiés par les sanctions américaines. Le temps joue contre eux. Donc il faut qu'ils s'agitent, il faut qu'ils remuent. Ils n'ont pas le temps. Trump peut rester président, il ne sentira pas les effets de ces sanctions alors que les Iraniens sont réellement étranglés. C'est de ce fait-là qu'ils agitent toutes les cartes qu'ils ont en main, tous les proxys, les satellites dans la région, qu'ils arraisonnent des pétroliers, dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Vous êtes d'accord que l'accord n'a plus d'importance en tant que tel pour eux ? L'accord, c'est un instrument de grandeur, de négociation. Ce n'est pas le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est la levée des sanctions, le retour de l'Iran, qui est contingente à l'application de l'accord quand même. Hein. Et là, dans cette affaire, c'est la dissuasion qui a changé de camp. On s'aperçoit que l'Iran faible, asphyxié, sous sanctions, c'est lui qui mène la danse. Et que parce qu'il n'a plus rien à perdre ? Parce qu'il n'y a plus rien à perdre. Et il sait surtout, avec de petits moyens, faire un grand jeu. En disposant tous les proxys, les satellites dans la région du Yémen jusqu'à la Méditerranée, c'est lui qui fait peur aux autres. Et les autres qui sont riches, bien dotés, ont peur de ce qu'ils ont et veulent garder leur prospérité. Donc c'est le petit tyran par rapport à la grande Amérique, en termes, pas de civilisation, en termes de moyens, qui mène la danse et qui a entre ses mains la dissuasion. Donc la dissuasion a réellement changé de camp. Il y a une revanche de Téhéran qui a été pensée dans la durée et un maillage territorial. La raison pour laquelle l'accord nucléaire n'intéresse plus les Iraniens, c'est que les sanctions que les Iraniens aimeraient lever ne sont pas les sanctions liées au nucléaire, mais ce sont les sanctions américaines qui sanctionnent l'Iran pour un soutien allégué au terrorisme et pour des concerns de droits de l'homme, qui touchent le dollar, les échanges financiers internationaux et les financements de projets. Et puis aujourd'hui, regardez la situation que l'on constate. Trump a lancé une stratégie. Pression maximale sur l'Iran. Effectivement, l'économie iranienne
est dans une situation désastreuse. Les Iraniens n'ont que des restrictions de liberté publique et le chômage, vers quoi regarder. Donc ils aspirent à autre chose. Et le pouvoir iranien sait que le temps joue contre lui, d'où la pression que l'on connaît. Sauf que la pression maximale américaine est devenue aujourd'hui la pression maximale iranienne. L'Iran aujourd'hui, étonnamment, malgré une situation économique désastreuse, dispose d'une puissance régionale réelle. Et il n'y aura pas de retrait américain en Afghanistan sans l'accord des Iraniens. Il n'y aura pas de stabilité en Irak sans l'accord des Iraniens. Il n'y aura pas de retour à la normalité en Syrie sans l'accord des Iraniens. Il n'y aura pas de conflit, de solution au conflit israélo-palestinien sans le règlement de la question de Hamas à Gaza, sans le Hezbollah qui est un agent iranien. Il n'y aura pas de résolution du conflit avec le Yémen sans l'accord des Iraniens. Donc tous les enjeux, sans aucune exception, du Moyen-Orient relèvent aujourd'hui du bon vouloir des Iraniens. Donc la pression maximale a changé de camp. Jérémy Guez, on se dit peut-être en écoutant Ardavan Amiraslanei que l'Iran détient tellement de clés aujourd'hui que si les Américains ne sont pas prêts à de longues négociations, il faut peut-être effectivement pousser pour le fameux changement de régime auquel croit une partie de l'establishment, comme on dit américain, non ? Oui, oui. Et je pense cependant qu'il ne faut pas non plus surestimer le rôle des Américains dans tout ce débat. Puisque, effectivement, les sanctions sont américaines. Elles sont américaines grâce à quoi ? Grâce à un sacré outil qui s'appelle le dollar. Et sans cet outil-là, on ne serait pas en mesure, en tout cas, Washington ne serait pas en mesure de les faire appliquer aussi rigoureusement. C'est aussi la marque de la volonté de l'Europe qui n'a jamais bougé, qui a été empêtrée dans ses propres problèmes. Qui a proposé un mécanisme de troc qui, jusqu'à présent, n'a pas pu être concrètement mis en œuvre. Mais juste un dernier mot. Vous savez, le feu et la fureur, c'était ce qui devait attendre la Corée du Nord. Ça s'est fini en poignée de main. Ne sous-estimez pas là non plus la possibilité qu'il y ait une poignée de main. Probablement pas à court terme, mais en tout cas à moyen terme. Ça n'a rien changé à la Corée du Nord nucléarisée, hein, la poignée de main. Mais peu importe. Le calcul politique de Donald Trump, ça sera de dire « Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je vous ai évité la guerre. Je vous ai évité la guerre, il y a eu une belle photo, et lui, mon prédécesseur Obama, qui a eu le prix Nobel de la paix sans avoir jamais parlé aux Iraniens, voilà. Le seul espoir que j'ai cependant, c'est quand même dire aux Iraniens, en tout cas en tant qu'Américain, poser la question aux Iraniens, les gestes de bonne volonté, quand est-ce qu'ils arrivent ? Parce que face à la négociation avec Donald Trump, qui est un ancien, ça il faut toujours le rappeler, un ancien de l'immobilier, il n'y a pas que d'étendre. Donc dans ce bras de fer, pour sortir de la logique vicieuse et quasi inarrêtable, il va falloir qu'il y ait de la bonne volonté. Et cette crise de leadership, c'est à cette heure-ci difficile de voir qui pourrait faire le premier pas. Karim Sader, est-ce qu'on attend des gestes de bonne volonté ? Est-ce qu'on n'est pas aussi dans une course de vitesse, comme le semblait le dire Ardavan Amiraslanei, entre une économie iranienne suffocante, un pouvoir qui cherche à ne pas vaciller, et puis en face des Américains qui ont besoin aujourd'hui de résultats concrets d'une certaine manière et d'une offre de dialogue de l'Iran qui n'arrive toujours pas ? Oui, je crois que l'obsession aujourd'hui iranienne, c'est pas la guerre, évidemment, c'est les sanctions, ça a été suffisamment répété. Aujourd'hui, les sanctions font énormément de mal à l'économie iranienne. Et je pense d'ailleurs que ce n'est pas de nature à affaiblir le régime. Pire encore, c'est de nature, au contraire, à renforcer la frange la plus dure du régime, puisque l'économie iranienne qui s'apprêtait à s'ouvrir justement en vertu de ce soi-disant accord, donc comme ça a été dit, un accord mort-né, aurait donc créé une sorte d'ouverture dans l'économie qui aurait fait perdre une emprise sur l'économie de la part, enfin l'emprise qu'exerce sur l'économie la frange la plus radicale qui est celle des gardiens de la révolution. Donc quelque part c'est contre-productif. Si on attend, en tout cas si les artisans de cette position aujourd'hui contre l'Iran s'attendent à un changement de régime de cette manière, je pense que ce serait complètement illusoire. Ce n'est pas du tout cela qui va se passer. Merci Karim Sader, merci également à Antoine Bazbous, à Jérémy Guez et Ardavan Amiraslanei d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce débat. Prochain journal dans 4 minutes sur France 24.